13h, Madame, Monsieur, bonjour. Une nouvelle saison sur RTI, sur le groupe RTI, une nouvelle formule de vos JT. Voyons ensemble les titres. La rentrée judiciaire 2024-2025, nouvelle session, nouvelle prescription. L'État ivoirien veut promouvoir la justice de proximité. Dans cette ambition, les magistrats et autres acteurs du système judiciaire ivoirien sont exhortés à respecter les règles d'éthique et de déontologie de la corporation. Et vous découvrirez dans ce 13h le commandant Daniel, un agent de sécurité atypique qui se mue parfois en agent régulateur de la circulation, un personnage qui marque les habitants de la ville de Jacqueville. Et nous ouvrons aussi l'actualité internationale avec la crise Israël contre le Hezbollah. Tel Aviv notifie officiellement ce jour à l'ONU sa décision d'annuler l'accord régissant l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Bienvenue à tous. C'est la rentrée sur le groupe RTI, c'est aussi la rentrée à la Cour d'appel d'Abidjan. Cette nouvelle année judiciaire, 15 magistrats prennent officiellement fonction, un renforcement d'effectifs qui devrait facilement mettre en application le souhait de l'État ivoirien qui est de promouvoir la justice de proximité. Une audience solennelle que rapporte Jean-Marc Djadji. Une hausse de 7% des activités juridictionnelles de la Cour d'appel d'Abidjan est enregistrée au cours de l'année judiciaire précédente. C'est le bilan communiqué par Henriette Sori-Naye, la procureure générale, et le premier président de la Cour, Tahirou Dembélé, à l'occasion de la rentrée judiciaire 2024-2025. Le temps de traitement des dossiers, l'amélioration des rapports entre les justiciables et la justice, par la mise en place d'un service public accessible et la déontologie sont les prochains défis. S'il est vrai que le respect de la déontologie a toujours servi la conscience du magistrat dans sa fonction de juger, il n'est pas superflu, dans le contexte d'une actualité sociopolitique sensible de notre pays, d'interpeller celui-ci avec force sur sa responsabilité en tant que garant ultime des valeurs déontologiques et du respect des droits de l'homme. Cette rentrée judiciaire a été marquée par l'installation de 5 magistrats. 10 nouveaux magistrats issus de l'Institut national de la formation judiciaire ont prêté serment et se sont engagés à remplir leur mission. Le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire présente les premières retombées des réformes engagées pour garantir l'efficacité énergétique. C'est un total de 24 mesures dont 9 sont opérationnelles. Une efficacité énergétique qui participe à la protection de l'environnement ici en Côte d'Ivoire. Le secteur vise l'atteinte d'un mix énergétique comportant au moins 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Lanciné Bakayoko. Les résultats révèlent qu'au total, 24 mesures ont été prises par le gouvernement, dont 9 sont actuellement opérationnelles. En matière d'efficacité énergétique, les initiatives ont contribué à 75% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. En 2023, le secteur de l'énergie a pu permettre d'abattre 816 kilotonnes de CO2, ce qui correspond à 33% des engagements qu'on s'est fixés pour cette même année. Des défis qu'on a rencontrés, notamment au niveau des ménages qui utilisent des foyers améliorés et le secteur d'efficacité énergétique au niveau industriel, où on n'arrive pas vraiment à capter les informations relatives aux différents investissements qui ont été faits au niveau de ces secteurs-là. Selon le ministre Kofi Nguessan, qui représentait son collègue des mines, du pétrole et de l'énergie, il est impératif pour la Côte d'Ivoire de continuer à investir dans les énergies renouvelables et de renforcer les infrastructures en vue d'atteindre leurs objectifs climatiques. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030 et donc d'éliminer 11 491 kilotonnes de CO2. Cela passe par la mise en œuvre de 24 mesures d'atténuation sur un total de 27, parmi lesquelles l'atteinte d'un mix énergétique comportant 45% d'énergie renouvelable. Les populations s'expriment dans le district de la vallée du Bandama, réunies à Boaké autour du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Elles ont listé leurs préoccupations sur le développement du transport terrestre. On le voit dans ce développement de Boubacar Silla et Soro Corona. Le développement du transport au menu des échanges, la 9e édition des Jeudis du district, organisée par le district autonome de la vallée du Bandama. Un cadre d'échange entre les différentes structures
déconcentrée de l'État dans la localité. Invités de ce rendez-vous mensuel, les directions régionales des transports de Békay et du Hambol. Les responsables font l'état des lieux du secteur, éclairant ainsi la lanterne des participants sur les différents programmes et projets mis en œuvre par le ministère des Transports dans le dit district. Le premier atout, c'est la position stratégique. Le district de la vallée du Bandama est situé au centre, donc il fait la jonction entre le sud et le nord, mais aussi un point entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'internat. Le point important aussi, c'est la présence du réseau ferroviaire et aérien. Rendre plus dynamique et compétitif le secteur du transport dans le district. C'est le défi qu'attend relever le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. La route précède le développement, mais j'ai ajouté que la route accompagne également le développement. Les transports intéressent particulièrement nos populations pour leur mobilité, pour la circulation des biens et des personnes, pour la création de richesses et également pour la création d'emplois. Le développement et la promotion des transports dans le district autonome de la vallée du Bandama, c'est le thème de cette édition. Prochain invité de cette tribune, la direction régionale du commerce. Le développement participatif des régions que nous voyons davantage à Gbéléban. Dans cette ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, de nouvelles infrastructures d'utilité publique sont érigées. Le constat de Jeanne Toubé. Gbéléban poursuit sa marche vers le développement et le progrès. Les réalisations effectuées par la mairie en termes d'infrastructures socio-économiques, sanitaires et éducatives en sont un indicateur. C'est avec beaucoup de fierté que Sita Ouattara, maire de cette commune, les autorités administratives et les conseillers municipaux regardent les travaux avancés à chacune de leurs visites de terrain. Tous les aspects de la vie économiques sont pris en compte. Au niveau de Gbéléban, aujourd'hui, on est très heureux de voir que Gbéléban est en train de devenir un petit Abidjan. 20 logements sociaux de 4 pièces chacun, quasi achevés. Le complexe hôtelier destiné à accueillir les hôtes de la commune, les visiteurs et les touristes de passage ou en séjour à Gbéléban est entièrement achevé et prêt pour la livraison. L'autre projet d'envergure, l'hôpital général doté d'un plateau technique en cohérence avec son rang sur l'échelle sanitaire, financé par l'État à 100%, progresse en termes d'exécution des travaux. Au plan environnemental, l'initiative Gbéléban Vert est dans sa phase active avec le projet de construction d'un jardin public dans la ville. Si les populations sont témoins de la transformation de leur ville, elles ont été édifiées par des informations complémentaires au cours de la séance publique du conseil municipal. La mairie de Gbéléban a réitéré son engagement à apporter aux populations progrès et bien-être. Nous avons aussi le lycée professionnel qui est vraiment fini à 100%. Nous attendons l'inauguration. L'État travaille effectivement pour la population. Et je tiens à remercier le président de la République pour toutes ces infrastructures. Il est bon de soutenir les élus locaux afin que le développement puisse continuer marchant dans notre département. La réunion du conseil municipal de Gbéléban est la 3e de cette année 2024. Dans cette ville, chef-lieu du département dans la région de Kabadougou, toutes les réunions suscitent l'intérêt des populations qui s'honorent de voir Gbéléban se transformer au fil des années. Et changer l'image d'une localité nécessite parfois des décisions radicales. C'est le cas à Sassandra qui fait le choix du déguerpissement du quartier Fanti. Près de 800 familles ont été recasées sur un nouveau site par la mairie. La ville veut présenter de meilleures couleurs aux investisseurs, mais aussi aux touristes. Sam Kona. Voici ce qui reste du quartier Fanti. Après le passage des bulldozers, la mairie procède à la destruction de ce bidonville, aux pilules des fumoirs du poisson, dans la ville de Sassandra. Mais le quartier Fanti est au cœur de Sassandra. Sassandra est chef-lieu de région. Mais voyez-vous, lorsque les investisseurs viennent à Sassandra, ne serait-ce que voir ce quartier, ça fait que les gens même ne veulent même pas venir rester à Sassandra. Une opération qui n'est pas sans conséquences sur les habitants. Vraiment, à voir qu'ils sont détruits le coin, vraiment, ça nous touche. Mais nous aussi, on veut aussi le développement aussi de la ville. Nous sommes quittés à l'école, nous venons à la maison, nous trouvons que non, qu'ils ont cassé tout le coin. On ne sait pas où aller, maman fume du poisson. C'est dans ça qu'elle me met à l'école. Un déguerpissement à visage humain, indique le premier magistrat de la ville. On ne peut pas faire un déguerpissement sans tenir compte de la relocalisation de nos parents.
Le site est aménagé, tout est prêt. Tout est prêt. Ça fait près de 3 à 4 mois. Derrière nous parlons, nous demandons de partir. Le texte qu'elle nous a donné, c'est bon, on allait vérifier, mais c'est trop loin. Mais on va faire une fois pour aller là-bas. Pour les autorités municipales, il faut donner fière allure à la ville balnéaire et touristique du Sassandra. Sassandra doit être à l'image de la Côte d'Ivoire, de l'émergence, du développement. C'est difficile, ça fait mal, mais il est important de faire ce déguerpissement. Nous allons vraiment donner un nouveau visage à Sassandra. Des opérations immobilières sont prévues sur ce site de 11 hectares. Quant aux déguerpis issus de 800 familles, ils sont invités à occuper le nouveau site de 20 hectares situé à l'entrée de la ville, après le corridor. Le long de la côtière et rendons-nous à Jacquesville où commandant Daniel est une figure incontournable de la ville. Personnage particulier, petit de taille mais débordant d'énergie et d'assurance. Vous allez le voir, il passe de gardien du village Mambénkwa à régulateur de la circulation. C'est un personnage remarquable que présente Victorine Yaoyobwe. Ces jours d'affluence à Mambénkwa, un village dans la ville de Jacquesville. Et quand les rues sont bondées, le service de sécurité du village se charge de maintenir l'ordre. Une équipe de sécurité sous les ordres d'un commandant reconnaissable parmi tous. J'ai plus de 25 éléments qui assurent la sécurité des biens et des personnes de Mambénkwa, Jacquesville. Ici, on a le commandant, on appelle Lavry Bogui Daniel, il est compétent. Quand il donne un mot d'ordre, tout le monde suit. Un commandant compétent qui allie dynamisme et fermeté dans l'exercice de sa fonction. Malgré son mètre 25, Daniel impose le respect. C'est pas parce qu'on est chauffeur qu'on connaît tout. Vraiment, il fait bien le travail. Raison pour laquelle, quand il m'a parlé, il a cherché à suivre ses ordres. Et voici, tout est organisé. J'ai peur de lui. Il passe à une autorité. Nous ne sommes pas épargnés quand nous sollicitons une interview pendant la patrouille du commandant Daniel. Vous avez tombé sur moi un coup comme ça. Il n'est pas venu m'arrêter comme ça pour parler devant la population. Non. Rendez-vous est donc pris pour 17h. En pleine séance de travail, le commandant Daniel interrompt ses échanges et nous reçoit à la plage du village. Il raconte cette belle aventure au sein de l'équipe de sécurité de Mambénkwa. C'est mon jeune frère qui m'a mis dans la sécurité. Parce que ça dépend de moi, mon comportement. C'est dans ça que je suis resté quand un jour m'a nommé commandant devant la population. Quand tu fais quelque chose, qu'il voit que ce n'est pas normal, il te dit ben, que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et même ça, que Abi qui est porté, il ne pas quitter à la maison pour venir m'arrêter au goudron, pour vous commander. C'est le village qui m'a envoyé. Donc, par là, il n'y en a pas dedans. Parce que si tu fais par là, quand on te prend, c'est à gendarmerie, ça va. Ou on t'envoie au village. Ou on te donne amende, tu as payé. Son collègue à ses côtés ne tarde pas à nous raconter une anecdote dans laquelle le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est cité. Nous étions en déplacement à Bayama pour l'intronisation du chef. Et Bogu faisant partie de l'effectif de la sécurité, compte tenu, comme vous le voyez si bien, de sa taille, a impressionné Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Quand il a vu Bogu, il a dit « Toi seras responsable de ma sécurité ». Vraiment, ça nous a émerveillés parce que Bogu, c'est vrai, malgré sa petite taille, il a sa place dans la sécurité du village. Intégrer la sécurité du village est le moyen pour le commandant de se mettre au service de sa communauté qui le lui rend bien. Quand Daniel ne fait pas du bénévolat, il se consacre à la calligraphie, son métier pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon, mais je ne suis pas marié. Tu as un cœur à prendre. Même si j'ai tout décidé de me prendre. Ainsi va la vie du commandant Daniel à Jacquesville en attendant l'arrivée de l'heureux élu. Et voilà, c'était le portrait de l'agent de sécurité à Jacquesville, dit commandant Daniel. Et puisque nous sommes à Jacquesville, puisque nous parlons de Jacquesville, prenons le large avec l'exercice multirégional Grand Africa Nemo 2024. La Marine nationale y participe depuis jeudi dernier avec 2 navires de guerre dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime et le sauvetage en mer. Des simulations sont faites sur
toute la zone maritime allant du Sénégal à l'Angola. On le voit un peu plus dans ce développement de Walter Amadou Ouattara et Hervé Mbois. Depuis 2018, Grande African Nemo rassemble un nombre important de moyens militaires. C'est un exercice de partage d'expériences en vue d'améliorer le niveau opérationnel de 55 unités navales dans la lutte contre la piraterie maritime. La Côte d'Ivoire est engagée dans cette 7e édition avec 2 navires de guerre, à savoir le patrouilleur de haute mer Fatika et Espérance. En plus des exercices nationaux, il y aura des exercices zonaux et le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fadiga ira dans les eaux de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria, pour pouvoir, avec les marines partenaires, faire des exercices sur la pêche INN, la piraterie, le narcotrafic. Gano représente une occasion unique de mutualiser nos moyens et de partager nos connaissances. En mobilisant les capacités navales et aériennes de nos nations, ainsi que celles de nos administrations de l'action de l'État en mer, nous sommes en mesure de renforcer nos compétences et d'améliorer notre coordination face aux défis maritimes qui nous concernent tous. Débuté le 30 octobre 2024, cet exercice majeur multirégional pour la sécurisation du golfe de Guinée est co-organisé par la Marine nationale française et l'architecture de Yaoundé. Il va s'achever le 14 novembre prochain. Et la lutte contre le cancer du sein à Bouaké qui marque son engagement contre le cancer du sein par des actions de dépistage du cancer du sein, incluant la mammographie mais aussi l'échographie mammaire. On en parle dans ce rapport de Laure Goretti et Charles Tatou. Dépistage du cancer du sein, mammographie et échographie mammaire. Toutes ces étapes du processus de dépistage sont gratuites au Centre hospitalier régional CHR de Bouaké. Une gratuité accordée par le ministère de la Santé dans le cadre d'Octobre Rose. Je n'ai jamais fait de dépistage des cancers du sein. C'est mon mari qui m'a informé puis je suis venue faire aujourd'hui. Le dépistage va me permettre de savoir si j'ai le cancer ou pas. C'est innovant, c'est à l'endroit de nos populations, de nos braves femmes. Et la mairie ne peut qu'être à côté d'eux. Le directeur du CHR a rappelé le défi des professionnels de la santé, celui de continuer la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de dédramatiser la maladie. Normalement, la mammographie est obligatoire pour toutes les femmes à partir de 50 ans. Cependant, on peut avoir effectivement des patientes qui peuvent avoir des problèmes au niveau du sein. Dans un premier temps, avant même de passer à la mammographie, on doit avoir un examen clinique qui est effectué par nos gynécologues. À la suite de cet examen clinique, les malades qui seront susceptibles de faire la mammographie seront dirigés au service d'imagerie pour faire la mammographie. Le centre fait de la sensibilisation une priorité, mettant l'accent sur l'importance du dépistage précoce, les dangers du cancer du sein pour encourager les femmes à effectuer régulièrement les palpations. Après la rentrée des classes en septembre dernier, la direction des cantines scolaires de Côte d'Ivoire fait sa traditionnelle rentrée à Yamoussoukro. Une rentrée qui a permis de faire le point des actions sur l'année écoulée. 1 million d'élèves ont pu avoir des repas chauds et équilibrés tout le long de l'année scolaire. Et pour cette année, l'objectif est de couvrir 100%, donc les 3 millions d'écoliers que comptent les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Fournir un repas chaud et équilibré à tous les élèves dans les écoles primaires publiques tous les jours d'école. C'est l'un des défis majeurs que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a assigné à sa direction des cantines scolaires. Au sortir de la rentrée scolaire 2023-2024 et au moment où la nouvelle année scolaire est lancée, le temps de dresser un bilan et dégager les perspectives pour l'année en cours est arrivé. 5 602 cantines scolaires sont ouvertes. Elles ont pu accueillir 1 968 000 élèves. Environ 32 millions de repas servis entre 70 et 120 jours. La vision nouvelle est de prendre en charge toute la population d'élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire, estimée à 3 millions. D'autres recommandations relatives avec le bon fonctionnement des cantines scolaires
ont été faites au sortir de cette rencontre. Et rendons-nous tout juste à côté de Yamoussoukro, à Atiéguakro, où on célèbre l'excellence, une 20e édition du prix Charles Peumans, durant lequel 150 personnes ont été primées cette année. Des personnes au nombre desquelles une personne sociale, donc la RTI, qui a également été honorée pour avoir œuvré à la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Les meilleurs élèves, enseignants et personnels d'encadrement du système éducatif d'Atiéguakro récompensés à l'occasion de la 20e édition du prix Charles Peumans de l'excellence. Modèle de motivation pour la jeunesse, ce prix vise à reconnaître le mérite de tous les acteurs. Selon Charles Peumans, l'initiateur, il s'agit d'encourager les plus méritants et de promouvoir l'excellence. Il faut bien que les méritants continuent d'être récompensés et encouragés. Le but est de faire de la motivation. Ce que nous c'est pas grand-chose, c'est de faire vraiment de la motivation. Pour que l'excellence, le mérite, le progrès soit toujours et davantage au rendez-vous dans cette zone qui nous est si chère. Une action à laquelle les élus et cadres de la région accordent une attention particulière. Jérôme Kwame, maire de la commune et haut patron de cette 20e édition du prix d'excellence Charles Peumans, a appelé l'ensemble du corps social à persévérer dans l'effort. Salimatou Diaranene, secrétaire général et par intérim du département d'Atiéguakro, a salué l'engagement de l'équipe organisatrice du prix. Cette année, ce sont 150 personnes qui ont été récompensées, portant à environ 4000 le nombre total de lauréats depuis la première édition en 2005. Innovation majeure de cette édition, l'instauration du Grand Prix du mécénat médiatique attribué à la RTI pour sa couverture constante de cette journée d'excellence. Et dans la ville de Bouaké, promouvoir l'excellence, c'est aussi participer à l'éducation en offrant aux élèves de meilleures conditions d'études. On le voit dans ce rapport de William Skakou et Kader Sogodogo. Plusieurs élèves issus de familles moins nanties du lycée municipal d'Ibo Sonkalo reçoivent des bourses d'études et des kits scolaires complets, un don de l'amicale des anciens élèves de ce lycée. L'action vise à soutenir économiquement les parents des bénéficiaires et à permettre à ces élèves de débuter l'année scolaire dans de bonnes conditions. Quand le chef de l'État donne le top départ pour inciter tous les Ivoiriens à être solidaires, nous, ses concitoyens, nous devons prolonger la main du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour étendre cette solidarité-là à l'endroit de nos cadets. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'amicale des anciens élèves du lycée d'Ibo Sonkalo. Nous sommes dans la joie parce que tous ces dons que nous avons reçus à travers nos enfants, c'est un ouf de soulagement. Les autorités locales encouragent à l'action, exhortent également les élèves à faire preuve de diligence et de sérieux dans leurs études. Le lycée d'Ibo doit laisser son empreinte. Et donc, comme nous tous, nous serons fiers demain de voir que ceux qui sont là actuellement deviennent des ministres, deviennent pourquoi pas président de la République. Cette cérémonie de remise de bourses d'études et de kits scolaires est à sa 2e édition. Créée en 2014, l'amicale des anciens élèves du lycée municipal d'Ibo Sonkalo regroupe plus de 600 membres. Et un mot de culture avec les awards mandingues, de la musique donc mandingue, et l'artiste Lili Djeli qui reçoit le prix Ivoire d'or du meilleur artiste mandingue 2024. Un événement qui a également mis en lumière les artistes et mécènes de la culture mandingue en Côte d'Ivoire. Cet événement a pu nominer dans 13 catégories de nombreux artistes de Côte d'Ivoire, suivant ce reportage de Julien Gogo et Jean-Marc Djadji. Valoriser et honorer les artistes et les mécènes de la culture mandingue, voici la mission que s'est assignée Al-Abdoul Zakaria Kone, le promoteur des Awards mandingues, à travers le concept Aoudanser. Les Awards mandingues, un événement qui vise à promouvoir la culture mandingue et mettre en avant toutes les personnes qui sont dans différents domaines qui convergent vers tout ce qui concerne le mandé. Et nous touchons aussi ceux qui ne sont pas forcément mandés, mais qui ont un impact dans la société dans laquelle nous vivons. 3 catégories exceptionnelles. La catégorie
meilleur homme d'impact de l'année et femme d'impact de l'année, et le prix Aïcha Koné, qui pour nous représente le prix Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ce prix est décerné à une personne qui a marqué ou impacté la culture. La lauréate du prix Ivoire d'or des Awards Mandingue, Lily Djeli, donne ses impressions. J'ai été la meilleure voix féminine des artistes mandingues et j'ai aussi remporté l'Award Mandingue d'or. Les Awards Mandingue bénéficient du soutien institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour cette édition, la Guinée, pays invité, a été représentée par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Alseni Mouba Silla, et l'artiste Sekouba Bambino, le parrain artistique de l'événement. Et à présent, on en sait un peu plus sur le tourisme esthétique qui est en pleine expansion dans le sud-est de l'Europe, précisément en Albanie. Autrefois, le pays le plus fermé au monde, l'Albanie accueille aujourd'hui des millions de touristes dont une portion vient chaque année pour des chirurgies esthétiques. Le développement de Alexis Wadraogo. Lèvres pulpeuses, poitrine généreuse, au sourire charmeur, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Albanie pour de la chirurgie esthétique. Avoir un beau sourire, c'est quand même important. Avec mon métier d'animatrice, je suis avec des personnes tout le temps. Donc c'est important d'avoir un beau sourire, bien coiffé, des belles dents, et on passe partout. Je suis venue ici pour réaliser quelques interventions chirurgicales, disons des opérations de beauté, parce qu'il faut parfois être beau pour profiter de la vie. J'ai subi une chirurgie mammaire et une chirurgie abdominale. Le pays se positionne ces dernières années comme l'un de ceux offrant des procédures sanitaires à des prix compétitifs. Je n'aime pas beaucoup parler du tourisme médical. Ça sonne pas bien, c'est un peu dur et ça peut faire peur. Je préfère parler du tourisme, du bonheur qui, après des soins, rend les gens plus heureux. Depuis le début de cette année seulement, nous avons accueilli plus de 500 patients venus d'Italie, d'Allemagne ou d'autres pays, de France aussi. Des gens de tout âge viennent pour des interventions chirurgicales, la chirurgie mammaire, la rhinoplastie, l'abdominoplastie et d'autres interventions. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé entre 200 et 250 millions d'euros, soit plus de 163 milliards de francs CFA par an. Voilà une autre façon de découvrir l'Albanie. Nous poursuivons avec la crise entre Israël et le Hezbollah. Tel Aviv notifie officiellement aujourd'hui à l'ONU sa décision d'annuler l'accord régissant l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Une décision qui entre en vigueur dans 3 mois. L'accord signé le 14 juin 1967 constituait le cadre juridique des relations entre Israël et l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Et pendant et après cette période, donc après ces 3 mois, Israël continuera à travailler avec ses partenaires internationaux, y compris d'autres agences des Nations Unies, pour garantir que l'aide humanitaire aux civils à Gaza soit facilitée d'une manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité d'Israël. Et c'est sur ces mots que nous achevons ce journal. Merci de votre attention. À 20h, il vous sera proposé un nouveau journal avec Marie-Laure Ngoran. Et je vous retrouve demain avec le même plaisir à 13h.